Bonjour à tous, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo pour laquelle je vous retrouve en compagnie d'une autre Sylvie. Il y a quelque temps, je vous avais présenté le binôme Sylvie et Sylvette avec mon amie Sylvie Horry qui est conteuse. Aujourd'hui, je reçois une autre Sylvie. Elle est thérapeute, elle s'appelle Sylvie Béringuier. Si vous suivez la chaîne depuis longtemps, vous avez déjà eu l'occasion de la voir pour plusieurs émissions. Je crois que c'était pour la plupart en 2018, toujours sur des sujets courageux puisqu'elle est intervenue sur le suicide, sur la maltraitance, sur l'accueil des émotions, toutes les émotions, et on va en reparler sûrement encore aujourd'hui. Et c'est Sylvie, à nouveau, qui m'avait proposé à la fin de notre dernière émission en 2018 un sujet que je trouvais très intéressant et je lui avais promis qu'on le ferait un jour. C'est le sujet de la dictature du bien-être et c'est de ça qu'on a choisi de vous parler aujourd'hui. Mais dans un premier temps, je la laisse vous saluer et se présenter pour ceux qui la découvriraient aujourd'hui et puis aussi pour ceux qui la connaissent mais qui ne sont pas au courant de toutes les nouveautés qui se sont mises en place dans son activité professionnelle. Alors Sylvie, en quelques mots, comment est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et pour ceux qui te redécouvrent aujourd'hui sur la chaîne? Merci Sylvie, bonjour tout le monde. Oui, bah oui, ça fait 3 ans, hein, 2018, ça fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comme la plupart d'entre vous, j'ai été confinée et j'ai dû m'adapter à de nouveaux outils, justement, qui est, pardon, le distanciel et qui m'a permis d'aller auprès d'une autre population qui n'avait pas la possibilité de venir en cabinet. Et, et donc, je me suis adaptée en adaptant mes outils, puisque mon métier, je suis thérapeute psychocorporel. Et faire du psychocorporel en distanciel, eh bien, il fallait que je fasse tourner mes ménages pour arriver à adapter tout ça. Et pour me présenter en quelques mots, je suis spécialisée dans la gestion du stress, des émotions, de toutes les émotions, même celles qui concernent le deuil. Voilà, c'était ce que tu avais dit déjà dans les émissions précédentes. On avait vu que tu accompagnais beaucoup de personnes en situation de maladie, en situation de handicap. Tu accompagnais des personnes en burn-out, des personnes qui avaient des envies de suicide. C'était pour ça aussi qu'on avait fait ces émissions sur ces thèmes-là avec toi et d'autres. Et donc, on va retrouver cet accueil des émissions, des émotions dans l'émission d'aujourd'hui. Et je voudrais peut-être que tu dises en quelques mots pourquoi, déjà en 2018, avant le confinement, tu m'avais proposé ce thème de la dictature du bien-être. Alors, pour ma part, ce qui m'a donné envie de faire cette émission aujourd'hui, en plus de l'envie de te réinviter, c'était d'abord parce qu'on est à l'approche de l'été et qu'on sait très bien que dès le mois de juin, en fait, dans tous les magazines, toutes les publicités, on commence à voir toutes les injonctions à avoir une belle peau, à être bronzé, à perdre du poids, à faire enlever ses corps aux pieds, à se faire tailler les ongles, à se faire manucurer. Voilà, parce qu'il faut être beau sur les plages. Donc, il y a déjà toute cette dictature autour de l'aspect physique, de la belle apparence, de ce à quoi on est censé ressembler pour être un beau monsieur ou une belle madame. Et puis, il y a aussi, et ça, je pense que Sylvie est vraiment à même de nous en parler, puisque c'est cela qu'elle a en cabinet, toute la dictature du bien-être dans le domaine psychologique, au sens où, voilà, on est censé tous aller bien, on est censé tous se réjouir, parce que ça y est, ça déconfine, on peut partir en vacances. Ah super, youpi, les voyages reprennent. Bah ouais, sauf que la réalité du déconfinement ou du post-confinement, pour beaucoup de gens, c'est aussi la faillite, c'est aussi des burn-out, des dépressions, voilà, toutes sortes de problématiques qui émergent et que les cabinets, du coup, et que les thérapeutes, pardon, retrouvent en cabinet. Et donc, c'est ça que, pour ma part, j'ai eu envie d'explorer avec Sylvie ce soir. Comment on peut, déjà, comment se manifeste cette dictature du bien-être? J'ai donné 2 exemples là, mais il y en a d'autres. Et puis, comment on peut s'affranchir de ça, se donner le droit de ne pas entrer dans ces canons de la beauté, dans ces canons du bien-être psychologique. Et encore plus, j'ai envie de dire, si on est thérapeute, et encore plus si on est thérapeute dans le domaine du bien-être et de la spiritualité. Parce que souvent, je constate qu'il y a un peu un interdit, conscient ou inconscient, chez ces gens-là, d'aller mal, parce qu'ils sont ceux qui sont censés ou qui voudraient aider les autres à aller bien. J'ai l'impression que beaucoup d'entre eux se sentent
oui, s'interdisent d'aller mal, s'interdisent d'éprouver des émotions négatives, s'interdisent de dire qu'ils ont des envies de suicide, qu'ils sont en burn-out, qu'ils sont en dépression, alors que ce sont des êtres humains comme les autres. Et je trouve que comme les autres, ils ont le droit, à certains moments de leur vie, d'aller mal. Ils ont le droit de traverser des passages houleux. Et voilà, c'est surtout ça que j'avais envie d'amener le projecteur. Mais je te laisse, Sylvie, nous dire de ton côté pourquoi ce thème de la dictature du bien-être te tenait à cœur, pourquoi tu avais envie d'en parler, et puis à quoi tu pensais en 2018 quand tu m'as proposé ça. Alors, en 2018, c'était lié au handicap. Et quand on a un enfant, qu'on accueille un enfant avec un handicap, euh, il peut y avoir des moments qui sont très, très difficiles. Et la, la personne qui accueille cet enfant, euh, pour ne pas rajouter de la difficulté à la difficulté, s'oblige à sourire constamment, ce qui lui demande une énergie de dingue. Parce que essayer de donner une apparence que tout va bien, Madame la Marquise, mon enfant est malade, quelle que soit sa maladie, mais moi je gère, je suis une superwoman, ça existe dans les films, ça existe dans les bandes dessinées, ça existe, mais dans la réalité, quand on n'est pas en lien avec ces personnes qui nous regardent, euh, eh bien, on peut être en larmes, on peut être détruit, on peut être anéanti. Et on a le droit de vivre pleinement ses peines. Parce que quand on a la chance d'avoir encore des larmes qui coulent, parce qu'il y a des personnes qui n'ont même plus ça, donc on a encore la chance d'avoir des larmes qui coulent, on a le droit de dire « je n'en peux plus ». Mais si je pleure tout le temps, je sais que personne ne viendra m'aider parce que je vais faire peur. Donc du coup, je dois m'obliger à sourire, je dois m'obliger à être la superwoman ou superman qui affronte cette réalité que je n'ai pas choisie. Et donc, il faut que j'affiche cette présence. Et, et moi, les personnes en 2018 que j'accompagnais, qui étaient comme ça, je les voyais et ensuite je les voyais en cabinet. Et là, c'était vraiment un Mr. Jekyll et Mr. Hyde, quoi. Voilà, C'était c'est ça ce que les. j'allais dire. Tu veux dire qu'il y avait une dichotomie entre ce que ces personnes affichaient et ce qu'elles vivaient dans l'intimité ou qu'elles venaient Totalement, exprimer dans ton cabinet, c'est ça? totalement. Et là, moi, j'accueillais vraiment des personnes, mais certaines, elles n'arrivaient plus, même plus à marcher, tellement le poids de ce qu'elles avaient sur les épaules était lourd. Et, et comme elles voulaient faire bonne figure, parce que justement, montrer ses émotions, c'est extrêmement difficile, parce qu'on est dans une société de paraître. Et donc, dans le paraître, il faut être souriant. Tu parlais de maillot de bain, il faut être bien habillé, il faut avoir la bonne ligne, il faut avoir la bonne coiffure, il faut avoir la bonne couleur de cheveux, bref, il faut. Sauf qu'en même temps qu'il faut tout ça, il faut aussi s'occuper de cet enfant ou de cet être aimé qui a des besoins spécifiques. Et là, c'est une charge mentale énorme. Et se permettre justement d'accueillir ses émotions. Et quand on accueille ces émotions, le problème, c'est qu'on n'est plus dans le contrôle. Et quand on n'est plus dans le contrôle, on a la sensation que l'on ne va pas pouvoir aider la personne qui ne peut pas s'aider elle-même. Et ça rajoute de la souffrance à la souffrance parce qu'on croit que l'on est incompétent. On croit qu'on n'est pas une bonne mère, on croit qu'on n'est pas un bon père, on croit que si son enfant est malade, c'est de sa faute, on croit que s'il souffre, c'est de sa faute. Bref, on se rajoute de la souffrance à la souffrance, de l'incompréhension à l'incompréhension, et surtout, on oublie une chose, c'est que de vouloir souffrir à la place de l'autre, on lui enlève aussi ses capacités. Parce que quel que soit l'handicap ou la maladie de la personne, c'est un être humain avant tout. Et si on veut prendre ses émotions ou sa maladie
à sa charge, on lui enlève aussi le potentiel soit de guérison ou d'aller mieux ou de respirer mieux. Et ça, on n'a pas le droit de prendre quelque chose qui ne nous appartient pas. Et, et vraiment amener ces personnes à le dire, mais vous avez le droit, et non pas d'être, je suis pas bien aujourd'hui, comme tu l'avais dit dans les émotions, je me sens un petit peu en pétard, je suis pas vraiment en pleine forme, mais de se dire: «J'en ai marre quoi, j'en ai marre, je veux que vous me foutiez la paix. Je veux plus voir personne. J'ai envie d'hurler parce que la situation que je vis, elle est pas normale. Il est pas normal que je mette au monde un enfant qui est malade. Ce n'est pas normal. Ça n'a pas de sens. C'est pas du tout mon projet de couple, quoi. Mon projet de couple, c'était pas d'avoir un enfant malade. Mon projet de couple, c'était d'avoir un enfant, de grandir avec cet enfant, de l'éveiller, de l'émerveiller, de lui faire découvrir la nature. Et là, je suis en train de lui faire découvrir la souffrance. Et là, on se culpabilise parce qu'on croit qu'on est responsable de ça. Et quand l'extérieur vous renvoie cette image d'apparence, surtout, fais pas de bruit, camoufle tout, sois bien rangé, range tes émotions confortablement, parce que nous, là, ce que tu es en train de vivre, on serait en totale incapacité de le vivre. Et si tu nous le montres, on va avoir peur. Et comme on va avoir peur, eh ben, on va s'enfuir et tu vas perdre tous tes amis. Par contre, si tu souris et que tu ranges bien tes émotions gentiment, bien, bien parfait, etc., dans des belles boîtes, etc., ben là, on va venir parce qu'on ne sent pas les risques. Et comme on ne sent pas les risques, eh ben, on va avoir envie de venir te voir parce qu'on croit que tu es une superwoman. Et on va avoir envie de prendre ton énergie parce que arriver à, à vivre ça, alors que c'est le tsunami, mais comment t'es faite, toi? Du coup, la personne qui range ses émotions, elle devient attirante. Sauf que Alors quand là, on la tu, voit dans sa réalité, ben, c'est pas du tout ça que l'on avait vu au départ. alors là, tu prends l'exemple du handicap. Moi, je pense Ouais. à un autre exemple de milieu que tu connais bien, puisque tu y donnes maintenant des formations, c'est le milieu de l'entreprise, où Mmh. là aussi, tout le monde est bien corseté émotionnellement, où là aussi, tout le monde a des belles boîtes Tupperware pour ranger ses émotions, et il faut Exactement. surtout pas ouvrir les boîtes pendant le temps de travail, à la limite un petit peu à la pause, mais pas quand on est censé être un professionnel compétent. On parlait tout à l'heure des thérapeutes, mais c'est valable dans plein d'autres domaines. Et je suppose que ces gens qui ont des Tupperware bien rangés au travail, c'est ceux que tu retrouves là aussi en cabinet, avec un besoin intense d'exprimer tout ce qu'ils ne peuvent pas exprimer dans leur domaine professionnel. Bah, oui, tout à fait, parce qu'on leur demande d'être performants. Il faut performer. Donc là, la dictature du paraître, là, dans le milieu professionnel, c'est performer. Donc alors si en plus la personne, elle est belle, bien mise, elle a les beaux cheveux et cetera, bah, ça c'est parfait. Mais c'est vraiment performer et quelquefois, la performance vient se heurter avec son expérience. Parce que peut-être dans une autre entreprise, on a été malmené et là d'un coup, on perd la confiance en soi et pourtant, on a un nouveau travail, par exemple, on a envie vraiment de performer dans ce nouvel emploi, mais notre histoire vient taper et là, on se dit: «Mais j'ai plus confiance en moi, je ne veux pas être la bonne personne» et au lieu de dire: «Bah, écoutez, voilà, j'ai vécu cette expérience-là, ça m'a malmenée, je sais que j'ai les compétences, mais j'ai cette blessure-là en moi qui fait que j'ai peur». Alors, il y a aussi des entrepreneurs qui sont intelligents parce que j'ai des chefs d'entreprise qui me font confiance et qui me demandent d'accompagner leurs équipes, dont certains, quand ils ont recruté des nouveaux membres, ils me demandent de faire un bilan et en me disant: «Dis-moi si je ne me suis pas trompée». Alors, très honnêtement, la première fois que ça m'est arrivé, je me suis dit: «Oups,
parce que j'ai quand même indirectement la vie d'une personne professionnelle quand même entre les mains. Et donc, je dis bien sûr à cet entrepreneur, ce qui se dit au cabinet restera au cabinet. Je pourrais simplement dire si cette personne, elle a vraiment cet enthousiasme que vous avez découvert, ou si, comment, elle sera mieux adaptée à un autre poste. Ça, je pourrais me permettre de vous le dire, mais je ne vous dirai pas pourquoi. Et je trouve que c'est vraiment génial que des entrepreneurs fassent ça, parce que ça veut dire qu'ils misent sur l'humain et ils ont compris que cet être humain qui avait des compétences, qui avait aussi des blessures, mais qui avait des compétences, pouvait faire monter son équipe complète en compétences. Et là, vraiment, ces entrepreneurs-là, ils ont tout compris. D'autant qu'on sait, en plus, c'est même prouvé maintenant par les recherches, les statistiques, que les entreprises où il y a de la communication, où il y a de la confiance, où il y a de l'empathie, bah forcément, les salariés, enfin, les employés s'y impliquent plus parce qu'il y a une bonne ambiance et du coup, l'entreprise marche mieux. Bah parce que les employés sont motivés au lieu d'être saoulés par leur patron et d'avoir aucune envie de lui faire plaisir. Donc, et puis ce que je trouve aussi positif dans l'exemple que tu donnes, c'est qu'avant les employés des entreprises, tu les retrouvais après en cabinet quand ils étaient déjà en mode burn-out ou en mode dépression à cause de tout ce qu'ils n'avaient pas eu la possibilité d'exprimer, et que là, au lieu de les retrouver en aval, tu les as en amont, envoyés par des patrons, comme tu dis, intelligents, compétents, humains, qui s'intéressent à l'humain et qui essayent de mettre la bonne personne à la bonne place pour éviter justement qu'il y ait de la casse en route. Et ça, C'est ça. effectivement, ça montre qu'il y a une vraie évolution dans les pratiques et aussi dans la réflexion que Ouais. les patrons, les entrepreneurs ont sur leur métier, sur qu'est-ce qui fait qu'une entreprise marche, qu'est-ce que c'est que la rentabilité. Oui, il y a une rentabilité économique, mais il y a peut-être aussi des facteurs humains à prendre en compte pour ça. Et ça, je trouve que c'est vraiment positif. C'est positif parce que ces entrepreneurs-là, ils ont une vision à long terme. Ils n'ont pas une vision à court terme. Et ils ont compris que justement, s'ils avaient une vision à long terme avec des collaborateurs qui sont bien dans leur emploi, ils savent très bien que leur entreprise sera pérenne. Par contre, ceux qui acceptent le turnover dans l'entreprise et donc la maltraitance qui va avec, c'est qu'ils ont une vision à court terme. Et là, en général, ces entreprises, ça ne dure pas longtemps. Et bon, on va dire qu'Amazon est l'exception, parce que comme un cas de maltraitance, ils se tiennent quand même là. Hein, mais même si on ne doit pas devoir faire de pub, tant pis, c'est fait. Euh, mais là, ces entrepreneurs-là, ils ont visé l'humain. Et ils ont visé aussi que leur entreprise est un gage de confiance et que ce n'est pas un produit, c'est un conseil. Et peut-être ceux qui pensent en court terme, c'est qu'ils en sont coproduits. Et même leurs salariés, c'est un produit, c'est un outil humain, c'est tout. Et eux, par contre, ils ont un engagement et une éthique professionnelle qui fait qu'ils savent que le conseil qu'ils vont donner à leurs clients leurs collaborateurs vont réellement porter l'image de marque de l'entreprise. Du coup, le collaborateur devient l'entreprise, devient l'image de l'entreprise. Quand tu acceptes un turnover, quand tu acceptes de prendre tes collaborateurs ou les salariés juste pour des outils humains, bah, tu vends des produits, quoi. Tu t'en fiches parce que tu fais de la quantité, tu ne fais pas de la qualité. Et ceux qui ont choisi de faire de la qualité, eh bien, c'est vraiment ces gens-là, ils ont tout compris parce que c'est des entreprises qu'on recommande. Parce que même si beaucoup de gens, effectivement, travaillent et se fournissent sur des produits en ligne, tels que l'entreprise que j'ai citée, combien la décrit, combien la critique. Et par contre, une entreprise qui joue et qui travaille avec ses collaborateurs et ses salariés, celle-là, on va la plébisciter au contraire.
Donc, moi, je ferais plus confiance effectivement à une entreprise qui investit dans ses salariés parce qu'il a compris que c'est ses salariés, ses collaborateurs qui vont faire que l'entreprise sera pérenne. Non, mais je pense que tu as raison. Quand on a le choix, on préfère toujours aller vers une entreprise où on sent que les gens sont bien, où ils rayonnent la joie de vivre, que vers une entreprise où on sent que les gens sont traités comme des pions. À efficacité égale, j'ai envie de dire, si j'ai le choix entre une entreprise où les gens sont sympathiques, chaleureux et ont l'air bien dans leur peau, et une entreprise où ils sont juste comme des robots, ben, je ne vais pas chez les robots. Pour donner un exemple concret, je me souviens être allée c'était l'hiver dernier à mon garage automobile qui venait de changer de locaux. Et puis alors, c'est vrai qu'avec vous savez, les contraintes sanitaires, le masque, tout ça, en plus, je savais que le local, c'était un truc plus ou moins enterré. Donc, je disais, oh là là, ça va être vraiment galère d'attendre dans ce tout petit local exigu avec le masque sur la bouche, les distances de sécurité pendant qu'il me change mes pneus. Et en fait, il y avait une tellement bonne ambiance dans ce garage automobile que j'ai pas vu passer l'heure. J'ai été traitée aux petits soins. On m'a amené le café, on m'a amené les viennoiseries. Il y avait des employés qui sifflotaient en travaillant, ils plaisantaient. En fait, j'ai complètement oublié pendant 1 heure le Covid, les infos plombantes. J'avais l'impression d'être, je sais pas, sur une place en Italie avec tout le monde qui rit, qui siffle, qui chante, mais j'étais plus du tout dans mon garage en tôle, éclairé par des néons sur une mini chaise dans un mini coin d'un mini local. Et je me suis dit, ben voilà, eux, ils ont tout compris parce que chez eux, j'aurais envie de revenir. Et même si j'ai un autre garage qui ouvre plus près de chez moi ou avec des prix peut-être plus attractifs, et ben pour moi, ils ont fait la différence et je sais que c'est chez eux que je reviendrai. Et je pense que ce que tu dis de ces patrons qui font le choix de l'humain, c'est aussi ça. C'est ça. C'est ça parce que ces patrons-là ont compris que les salariés allaient s'occuper de la réputation de l'entreprise. Parce que plus un salarié se sent bien dans l'entreprise, plus il prend soin de son entreprise et plus il va la défendre. Parce que vraiment, c'est quelque chose qui se sent bien. C'est comme, en fin de compte, un enfant qui entend qu'on critique son père. Ben, il va casser la gueule à l'autre, hein. Ça va pas le faire, je sais plus comment, la chanson, comment, Tarte ta gueule à la récré, je sais plus de qui elle est, C'est je crois Souchon. que c'est Moustaki, je sais plus C'est qui est-ce qui Souchon. disait ça. Souchon. Eh bien, c'est un peu ça, quoi. Tu vas voir à la récré, ce que je vais te faire, quoi. Parce que tu n'as pas à critiquer mon père. Et là, tu n'as pas à critiquer la maison dans laquelle je travaille. Tu veux dire qu'ils vont mettre un point d'honneur à essayer de défendre leur entreprise et d'en donner Exactement. une bonne image, en fait. Exactement. Ils vont donner une bonne image, ils vont défendre l'entreprise et ils vont défendre les qualités de l'entreprise. Mais les salariés, les collaborateurs seront tellement bien dans cette entreprise qu'ils n'auront même pas à le faire parce que leur posture le dira. Du coup, toi, tu entendais siffloter. En général, quand tu ne te sens pas bien quelque part, tu ne sifflotes pas, hein. Donc là, c'était, bah ouais, ça me fait du bien d'être là. Et tu l'as dit toi-même, j'ai oublié le Covid, je me retrouvais dans une place en Italie, je ne savais même plus que j'étais dans un sous-sol, dans un petit coin exigu, vraiment pas très agréable. Eh bien, j'ai tout oublié le temps d'un instant où on était en plus en train de faire quelque chose pour ma sécurité, parce que c'est pas rien de changer les pneus d'une voiture quand même. Donc, on fait quelque chose pour ta sécurité et on le fait d'une façon agréable, harmonieuse, décontractée. Eh bien, tout ça fait que j'ai envie de reprendre ma voiture et je sais que je serai en sécurité parce que c'est comme si j'emmenais en même temps tous les salariés dans ma voiture et je sais qu'ils sont avec moi parce que je sais qu'ils ont pris soin de ma voiture comme ils prennent soin de l'entreprise. Et du coup, je suis en sécurité. Alors, pour revenir vraiment au cœur de notre sujet, si parmi les gens qui nous écoutent, il y a des personnes qui se sentent aux prises avec cette fameuse dictature du bien-être, que ce soit d'un point de vue physique, que ce soit d'un point de vue psychologique, qu'est-ce que tu leur dirais justement pour réussir à décorseter, hein, j'ai vraiment cette image, c'est des femmes d'autrefois là, avec leur corset où on tirait les lacets de plus en plus pour les faire rentrer dedans. Parce qu'en fait, l'idée, c'est pas non plus d'inciter les gens à tout faire péter. Enfin, s'ils en ont la possibilité, tant mieux. Mais qu'est-ce qu'on peut faire en fait quand on sent justement qu'on a cette pression en fait
qu'elle soit sociétale, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit familiale. Je pense aussi à tous les gens que le confinement a obligés à vivre dans des espaces exigus avec les autres qui étaient tout le temps là, hein, la famille, les enfants, les voisins. Ça aussi, ça sollicite beaucoup. Donc, qu'est-ce que tu donnerais comme, comment dire, comme moyen concret, simple aux gens, à part celui d'aller voir un thérapeute, pour s'affranchir de cette dictature du bien-être, faire en sorte qu'elle ne soit pas de plus en plus écrasante? Alors déjà, si on fait tout exploser pour changer, on va créer un autre problème. Donc effectivement, ce n'est pas la solution. Ce que l'on peut faire, déjà, quand on ne se sent pas bien, soit dans son milieu familial, parce que le distanciel, c'est pas facile et tout le monde n'est pas équipé d'un ordinateur personnel. Donc quelquefois, il faut le partager et il y a des étudiants qui n'ont pas pu continuer à étudier à cause de ça. Il y a certaines personnes, qui ont dû travailler à tour de rôle. Dans tous les cas, il y en a même qui n'ont pas pu du tout parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'avoir un ordinateur. Donc, dans tous les cas, il y a eu de vrais problèmes qui se sont posés. Mais déjà, sur sa corporalité, se rappeler que dans toute situation, dans tout lieu, on a un outil avec soi 24 heures sur 24, qu'on utilise même sans s'en apercevoir et sans s'en rendre compte. Mais par contre, quand on pose son attention dessus, ça nous fait énormément de bien et c'est la respiration. Parce qu'à ce moment-là, si on pose son intention sur la respiration, on va respirer beaucoup mieux. Et que si on respire beaucoup mieux, on va oxygéner son cerveau. Et si on oxygène son cerveau, à ce moment-là, notre machine humaine, qui est notre corps, est magnifiquement bien faite. Elle va nous donner ce dont nous avons besoin, qui s'appelle de l'ocytocine, de l'endorphine, de la sérotonine et bien d'autres encore. Et là, on va sentir à l'intérieur de soi un mieux-être. Et on va partir de là, de ce mieux-être. Et au lieu d'être en colère envers une personne et de lui manifester sa colère, soit par quelque chose qui vient d'effrayer la chronique, pas très loin de chez moi, à Clessouilly, où malheureusement un jeune homme de 18 ans est décédé parce qu'il y a un monsieur de 65 ans qui a manifesté sa colère à travers lui. Et là, il y a un jeune homme qui est décédé. Il y en a un autre qui était en soins intensifs parce qu'il en a blessé un deuxième. Et donc, il était juste en colère, ce monsieur, parce que sa facture de téléphone était trop importante. Et donc, il n'a pas su gérer ses émotions et il a manifesté sa colère en montrant sa colère et en traversant la colère en traversant le corps de l'autre avec un couteau. Et alors déjà, partir voir une entreprise avec un couteau, là, il y a déjà quelque chose qui ne va pas. Mais dans tous les cas, si ce monsieur avait appris à gérer ses émotions, eh bien, il ne serait pas parti muni d'un couteau et il n'aurait pas enlevé la vie d'un enfant de 18 ans. Et il n'aurait pas non plus blessé gravement un deuxième. Donc, la respiration, c'est déjà un premier outil qui évite de se mettre en colère auprès de l'autre. Parce que l'autre, il vit la même situation que soi. Il est dans la même pièce. Il vit les mêmes émotions. Pas de la même façon, mais il vit aussi. Lui aussi, il est contraint d'être dans ce lieu exigu. Tout le monde n'a pas la chance de vivre dans 160 mètres carrés. Il y en a qui ont peut-être que 30 mètres, 50 mètres, 60 mètres, et ils doivent se débrouiller avec ça. Donc déjà, si on apprend, serait-ce que ça, à respirer, et une fois qu'on l'a, on montre aux gens que l'on aime à respirer et on le fait ensemble, on va se dire, OK, malgré tout, je suis à l'abri, même si je suis entre quatre murs, mais je suis quand même à l'abri. Et je peux aider les personnes que j'aime à se décontracter. Et là, on n'est pas dans la dictature du bien-être, on est dans la sauvegarde de chacun. Parce que chacun se sent vulnérable et ne sait pas comment dire à l'autre « j'ai besoin d'espace ». Du coup, on va crier plus fort que l'autre pour se faire entendre. Et si l'autre ne veut rien entendre, peut-être qu'on ne va pas
passer par des coups. Sauf problème, c'est quand la colère va redescendre, on va s'en vouloir de tout ça. Mais le mal, il sera fait. Et si Alors, c'est un enfant qui le reçoit, c'est un adulte en devenir, qui sera peut-être un prochain professionnel, qui sera en pré-burnout, qui aura perdu la confiance en soi parce qu'à un moment, son papa ou sa maman, au lieu de lui parler et de lui donner confiance en lui, il l'a tapé ou lui a mal parlé. Et sauf que cet enfant, il va grandir avec ça. Et cet enfant, c'est un adulte en devenir. Et cet adulte en devenir sera peut-être un professionnel demain. Et face à une situation conflictuelle, aura la même réaction qu'il a eue face à son père ou face à sa mère. Et au lieu de pouvoir parler de ses émotions, il va rentrer à l'intérieur de lui et il va exploser son émotion. Parce qu'il n'aura pas appris à la gérer. voilà, tu viens de dire ce que je voulais ajouter, apprendre à parler de son émotion. Avant d'en arriver à cette solution qui est effectivement la respiration, je pense qu'il y a 2 autres étapes importantes, parce qu'on n'en est pas tous à arriver à respirer tout de suite. Première étape, c'est déjà reconnaître qu'il y a une émotion. Et ça, il y a déjà plein de gens qui ne sont pas capables ou qui ne veulent pas voir qu'il y a une émotion ou qui la voient mais qui ne savent pas la nommer. Donc déjà, être capable d'identifier qu'il y a quelque chose en soi qui fait qu'on ne se sent pas bien. Des fois, on ne sait même pas de quel ordre il est, hein, ce pas bien. On ne sait même pas non plus dans quelle partie du corps c'est localisé exactement, mais avoir conscience qu'il y a quelque chose qui fait que là, à cet instant, on n'est pas bien. On a un nœud, on a une pression, on se sent tendu, on a des migraines, et puis c'est à répétition. Donc, il y a déjà tous les signaux du corps. Une fois que c'est là, il y a aussi, comme tu l'as dit, informer les proches, l'entourage, les collègues, que là, à cet instant, je ne me sens pas bien. Alors, comme tu l'as expliqué, dans certains contextes, c'est difficile, on n'a pas le droit de dire qu'on ne se sent pas bien. Alors dans ces cas-là, je ne sais pas, on peut peut-être sortir un moment, faire les 100 pas dans le couloir, voire même aller aux toilettes, hein, faire ces 10 respirations, je ne sais pas. Moi, j'avais la chance d'être dans une école qui était au milieu d'un bois, donc sur ma pause de midi, au lieu d'aller dans la salle des profs où tout le monde déchargeait sa colère sur les situations conflictuelles qu'on avait vécues, je sortais dans le bois et j'allais dans le bois. Mais je pense que c'est vraiment important d'informer les autres parce que, comme tu le dis, sinon on peut avoir une réaction qui nous dépasse, une réaction inappropriée et qui va se déverser maladroitement sur la tête des autres et ils ne vont pas forcément comprendre, surtout s'ils sont des enfants, ils peuvent croire qu'ils sont en cause, qu'ils ont fait quelque chose de mal. Et moi, ça m'arrive des fois d'être en mode pile électrique, comme ce monsieur avec ça. Alors moi, c'est pas pour des factures, mais je sais pas, parce que j'ai brûlé mon repas ou parce que ce jour-là, j'ai mes règles et je suis de mauvaise humeur. Enfin voilà, il y a plein de situations dans la vie où on peut être stressé et tendu. Et dans ces cas-là, j'informe mon entourage. Je dis, écoutez, là, maintenant, je suis énervée. J'ai plein de colère en moi. Peut-être elle va sortir. Si ça arrive, sachez que vous n'y êtes pour rien. C'est pas de votre faute. Cette colère, elle m'appartient, elle est la mienne, elle a juste besoin de sortir. Donc, où je vais trouver un moyen intelligent de la faire sortir, je sais pas, je vais aller taper sur un coussin, je vais aller faire un tour dehors si j'ai le temps. Et peut-être que, parce qu'en plus j'ai cette colère et que je ne sais pas quoi en faire et qu'elle a besoin de s'exprimer, à un moment, je vais exploser, je vais casser un truc, je vais me mettre à crier. Mais s'il vous plaît, sachez que vous n'y êtes pour rien. C'est vraiment ma colère que je n'ai pas su gérer. Et déjà, rien que ça, je trouve que c'est important d'expliquer ce qui se passe et que l'autre n'en est pas responsable. Surtout, encore une fois, si c'est un enfant ou une personne qui peut se sentir coupable ou responsable de l'état que vous manifestez ou ne pas comprendre même pourquoi vous manifestez ça. Et si jamais ça vous déborde et que ça arrive, que vous avez un mot maladroit, un geste maladroit, et combien on en a eu, hein, que ce soit en tant que professionnel, en tant que parent, en tant qu'automobiliste, combien de fois on s'énerve après les gens qui nous grillent des priorités, expliquer à l'autre, alors pas dans le cas de l'automobiliste parce qu'on ne peut pas le revoir, mais expliquer à l'enfant, expliquer aux collègues, voilà, là j'étais très énervée, excuse-moi, mes mots ont dépassé ma pensée. Rien que ça, je trouve que c'est déjà aussi important parce que l'autre comprend que voilà, il y a eu un truc un peu disproportionné qui s'est passé, mais ça n'est pas sa faute. Il n'est pas responsable de ce qui s'est passé. Tout à fait. Si ce n'est que pour avoir ce recul, de pouvoir expliquer, de pouvoir informer, il faut déjà en avoir conscience. Et quand tu vis le tsunami émotionnel, tu n'as pas conscience de ça parce que tu es comme dans un étau et il n'y a aucun espace intérieur qui peut éclaircir un petit peu la situation. C'est pour ça que je parlais de respiration,
parce que déjà, on ne peut pas respirer quand on est dans cet état. Il faut le faire quand on est bien. Il faut apprendre à le faire quand on est bien, quand il n'y a aucun problème. Parce que le jour où on ne sera pas bien, on ne se rappellera pas ce qu'il faut faire. Donc, vraiment, la respiration, c'est comme le brossage des dents. C'est une Tu sais, hygiène. ça me fait penser à cet entraînement des enfants dans les écoles japonaises pour prévenir comment on appelle ça, les chocs sismiques. On Mmh. leur apprend en fait comment il faut réagir, justement, quand ça va bien, on leur apprend qu'il faut se protéger, qu'il faut se mettre sous la table, qu'il faut évacuer silencieusement. Et effectivement, le jour où ça arrive, on est souvent étonnés, nous occidentaux, de voir avec quelle sérénité, quelle discipline ils réussissent à accomplir tous ces gestes qu'ils ont répétés et répétés. Et je trouve que Oui, ce que parce tu que dis, c'est un peu la même chose. C'est c'est comment ça, apprendre à faire face au choc sismique émotionnel. Si on s'entraîne quand exactement. ça va bien, on sera peut-être mieux capable, on sera même sûrement mieux capable de faire face le jour où ça se présentera vraiment. Oui, parce qu'on ne sera pas pris par la peur de ce qui se passe. On l'aura tellement fait. Tu sais, les animaux dans la nature, ils apprennent en jouant. Parce qu'ils savent qu'avant d'arriver à peu près à réussir quelque chose, ils vont à peu près échouer entre 250 et 300 fois. Parce que leur survie en dépend. Donc, en passant par le jeu pour apprendre à déjà tenir un objet, le mettre dans un petit orifice qui n'est pas très très gros et que plus tard, ben, cet objet, ça sera un petit bâton et l'orifice, ça sera peut-être une fourmilière, eh bien, de ça, sa survie en dépend. Donc, en le faisant en jouant, le jour où il en aura besoin, ça sera un automatisme. Il ne cherchera même pas à comprendre. Donc, respirer quand tout va bien, c'est le moment où il faut le faire. On n'attend pas d'avoir des caries pour se brosser les dents. On se brosse d'abord les dents et une fois par an, on va voir le dentiste pour voir si tout va bien. Et comme on sait suffisamment bien brosser les dents, effectivement, les dents vont bien. Il y a peut-être besoin d'un détartrage, mais les dents vont bien. Eh bien, la respiration, c'est la même chose. On n'attend pas d'avoir des caries émotionnelles. On se brosse les dents, donc on respire avant. Et on peut même jouer en faisant ça. On peut jouer à comment tu as respiré, comment tu t'es senti, et cetera. Et vraiment faire presque, comment? La maman enceinte, hein, maman regarde, je fais le gros ventre comme quand tu étais enceinte. Et pousser le ventre avec la respiration et laisser le ventre revenir plat. Donc je pousse le ballon et je défais le ballon. On peut le faire totalement en jouant. Et le jour où le tsunami émotionnel, on va même pas réfléchir, on va le faire. Et du coup, on va rendre service à tout le monde parce qu'on aura tous ensemble appris à le faire. Alors, il y aura peut-être de la colère, mais elle ne partira pas dans des proportions pardon, que l'on ne peut plus contrôler. Là où on sera en capacité de dire: «Écoutez, là, je suis en colère, c'est pas contre vous, mais là, j'ai besoin de virer, la soupape là, telle une, comment ça s'appelle? Une cocotte minute. Une cocotte minute. Laissez-moi prendre l'air ou laissez-moi aller dans la chambre 5 minutes». Mais comme j'ai appris à le faire, je suis en capacité là d'informer. Mais si je suis complètement dans mon étau émotionnel, du coup, là, c'est le cas de le dire, l'espace, il y en a pas, quoi. Et là, ben, je crois que c'est l'autre qui me pose un problème et donc je vais, éclater la situation. Sauf que, ben, ce que j'éclate, c'est mon fils, ma femme, ma belle-mère, et elle y est pour rien. Alors Donc justement, là, plus on va s'entraîner avant. pour ne pas arriver à cette phase cocotte minute étau, qu'est-ce que toi, en tant que thérapeute, tu pourrais donner comme signe annonciateur un peu du choc sismique pour que les gens apprennent à repérer, un peu comme le bon patron dont tu parlais tout à l'heure, qui faisait évaluer ses employés en amont et pas en aval quand ils étaient en mode burn-out. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme signe identifiable aux gens du fait que, voilà, là, leur armature, leur armure, elle est en train de commencer à se fissurer, qui se sont imposés une pression qui est finalement beaucoup trop forte. Encore une fois, hein, quelquefois, ils n'en ont pas conscience. Et qu'à un moment, quelque chose va lâcher, ou dans le corps, ou dans l'esprit, ou dans les deux. Qu'est-ce
qu'est-ce qu'on développe en fait comme symptômes précurseurs, j'ai envie de dire? Est-ce que c'est des TOC? Est-ce que c'est des cauchemars? Par rapport aux gens que tu reçois en cabinet, euh, comment on symptomatise en fait ce genre de stress? Alors, moi, ce que j'ai remarqué en récurrence, c'est ce que j'explique souvent d'ailleurs dans les formations, c'est que le burn-out ou les prémices de la dépression commencent par une douleur au mollet. On a mal au mollet. On a la sensation que des chiens sont en train de nous mordre les mollets. Alors, on peut se faire une déchirure musculaire aussi, hein, donc il ne faut pas non plus. Mais c'est vraiment une récurrence. Toutes les personnes que j'ai accompagnées, pour mon histoire personnelle, puisque mon père a fait une très forte dépression, il était maniaco-dépressif, et c'est ce qu'il disait. Il disait, j'ai la sensation d'avoir des chiens qui me mordent les mollets. Et ça, je le retrouve sur toutes les personnes qui sont en excès de contrôle. Sur toutes les personnes qui sont hyper contrôlantes, je le retrouve. La première chose qu'elles me disent, c'est j'ai mal au mollet. Toutes. Sur 99% des personnes que j'ai accompagnées, c'est les mollets. Et donc, et les mollets, c'est quand même ce qui porte avec les pieds toute notre stature, quand même, tout notre corps. Du coup, on ne peut plus avancer, on peut moins avancer quand on a mal au mollet, puis on a mal aux jambes, puis on a mal au dos, au lombaire, on en a plein le dos. Donc, vraiment, si vous avez mal aux pieds, si vous avez mal au mollet, dites-vous que c'est les prémices de quelque chose qui va commencer. Donc là, alors vous n'avez peut-être pas la possibilité d'aller voir quelqu'un qui peut vous masser, mais serait-ce vous, vous caressez les jambes, vous allez sentir la détente. Et, et en plus, vous allez comme ça vous rappeler que vous avez un corps. Et revenir à votre corporalité, ça va en même temps vous permettre de taire un petit peu ces pensées qui vont dans tous les sens. Parce que vous allez prendre conscience en vous caressant les jambes de votre corps, ça fait que les pensées vont diminuer petit à petit, puisque vous allez prendre conscience de votre corps. Et en caressant doucement les jambes, sans même vous en apercevoir, vous allez vous rendre compte que votre respiration va se calmer, elle va être beaucoup plus douce. Donc, c'est revenir au corps, revenir à ce qui vous porte. Et ce qui vous porte, c'est vos pieds, vos chevilles, vos mollets. Et ensuite, vous remontez, vous continuez les genoux, les cuisses, et vous redécouvrez votre corps qui renferme vos émotions. Et plus vous allez caresser votre corps, plus vous allez vous permettre à vos émotions de s'exprimer, mais corporellement. Du coup, vous allez vous sentir moins fatigué. Vous allez vous sentir moins triste. Parce que plus on se masse, même tout doucement, ça libère l'ocytocine automatiquement. Donc, du coup, vous allez sentir de la légèreté. Je vous invite vraiment à le faire, là, si vous nous écoutez, à sentir vos jambes et à sentir à quel point ça vous fait du bien. Et ça, vous pouvez le faire en tout lieu. Sur votre lieu de travail, en conduisant au feu rouge, vous vous caressez les cuisses. Dans votre lit. Dans votre lit, vous prenez conscience de votre corporalité, où sont posés vos pieds, vos mollets, vos fessiers, votre dos. Donc, du coup, plus vous allez vous ramener à votre corps, plus vos pensées vont s'apaiser. Parce que vous ne pouvez pas faire deux choses à la fois. Vous ne pouvez pas être dans votre corporalité et dans vos pensées en même temps. Ce n'est pas possible. Donc, plus vous allez être dans votre corps, moins vous allez avoir des pensées ruminantes avec ce que vous n'avez pas dit, ce que vous n'avez pas fait, ou ce que vous avez entendu, ou il y a 36 ans, machin, il m'a dit ça. Non, là, vous êtes juste avec vous. Et plus vous allez le faire, plus vous allez sentir que ça vous fait du bien, plus vous allez être en capacité de le montrer aux gens que vous aimez. Et après, ça peut être sympa aussi de se masser en famille. Monsieur masse madame, madame masse monsieur, les enfants entre eux peuvent se masser. C'est agréable de se masser les mains. Pendant que l'un masse les mains, l'autre masse les pieds. Et du coup, on recrée du lien ensemble. Et on se rend compte que
Est-ce que ça vaut vraiment le coup de se disputer? Puisque ça nous fait du bien. Donc ça veut dire qu'on est aussi en capacité de se faire du bien. Donc si on est en capacité de se faire du bien, est-ce que ça vaut vraiment le coup de se faire du mal? Et ça recrée du lien au sein de la famille, au sein de la fratrie. Et les enfants, en plus, comme ils voient leurs parents prendre soin d'eux, ben, ils se disent: «S'ils prennent soin d'eux, ça veut dire qu'ils vont prendre aussi soin de nous». Et les enfants, ils ne font pas ce qu'on leur dit, hein, ils font ce qu'on leur montre. Donc plus vous allez montrer à vos enfants comment faire, plus vous allez être bienfaisant, ben, plus vous allez être bienveillant. Parce que si vous êtes bienveillant, ça sera que des mots, mais si vous faites quelque chose à côté qui n'a rien à voir avec vos mots, ben, les enfants, ils vont pas trouver le sens de ça et vous allez vous demander pourquoi ils sont tout le temps en train de crier. Bah, c'est normal, vous êtes incohérent. Donc si vous êtes en train de vous masser, donc vous êtes bienfaisant, du coup, quand vous allez dire un mot, il va être en lien avec les gestes, avec ce que vous montrez. Du coup, ça sera cohérent et là, les enfants, ils trouveront le sens, ils le feront naturellement et vous allez voir que les disputes vont s'apaiser. Ça ne veut pas dire qu'elles vont disparaître, ça veut dire qu'elles seront moins fortes, moins elles vont être plus contrôlées et là, on sera encore en mesure de dire: «Je me sens pas bien» et là, la famille pourra écouter. Donc c'est vraiment un apprentissage et alors, on a le droit de ne pas vouloir faire ça sur un banc public et cetera et montrer tout ça à tout le monde, hein, on a le droit, mais déjà si on se permet de le faire au sein de sa famille, ça veut dire qu'on sera aussi en capacité de parler de sa vulnérabilité, de dire à ses collègues: «Bah, là, je suis pas bien aujourd'hui. C'est pas contre toi, mais j'ai envie d'être seule aujourd'hui. Mais je te respecte, hein, je t'aime bien, ça ne change pas, mais moi, là, j'ai besoin de cet espace et comme je te respecte, je te le dis. Parce que j'ai appris à être respectée par mes parents et ils m'ont montré comment faire. Du coup, je suis en capacité aussi de le dire aux autres. Donc c'est réellement une hygiène de vie. Autre chose aussi qui peut aider, c'est de prendre un bain tout simplement. Quand, vous sentez justement cette pression, cette crispation dans vos muscles, si vous avez, une baignoire, que ce soit pour les adultes ou pour les enfants, l'eau, c'est lié aux émotions et l'eau, c'est un élément qui est vraiment apaisant. Déjà, ça va vous redonner de la légèreté puisque dans l'eau, on flotte. Donc on n'a plus cette impression de pesanteur qu'on peut avoir, dans le corps physique et puis l'eau détend aussi, les muscles. C'est pas pour rien que souvent les sportifs prennent des douches ou des bains après avoir fait des efforts musculaires. Donc ça relaxe. Vous pouvez même poser l'intention que vos émotions, vos stress partent une fois que vous allez vider l'eau du bain, comme si elle partait dans le siphon avec tout ce qui s'en va. Et puis en plus, quand vous sortez, ben, vous vous sentez bon. Vous êtes. Enfin, moi, je sais que je faisais ça quand j'étais prof et que je travaillais dans une école avec des enfants très difficiles. D'abord parce que quand je rentrais, je puais le tabac, du fait que mes collègues, enfin, on n'avait pas de salle non-fumeur, donc j'avais tous mes vêtements qui étaient imprégnés de l'odeur du tabac, donc je ne supportais pas de garder mes vêtements. Et en plus, parce que je sentais vraiment ce stress qui avait sollicité mon corps, donc c'était mon plaisir du soir. Alors, ok, c'était pas très écologique, mais ça me faisait du bien. Je prenais tous les soirs mon bain et je restais une bonne demi-heure là-dedans. Et quand je sortais du bain, je sentais que le stress s'était vraiment dilué, c'est le cas de le dire. C'était comme s'il y avait eu un sas de décompression. Et je commençais ma nouvelle vie avec d'autres vêtements, un autre état d'esprit. Hop, voilà, c'était derrière moi. C'était, comme je disais, c'était parti avec l'eau. Donc, si ça Tout à vous fait. Alors, parle, tu parlais tout à l'heure de se masser les mollets, on peut aussi prendre des bains de pied ou des bains c'est ça. en mettant de l'eau juste jusqu'aux genoux pour que les mollets, effectivement, se décrispent. C'est ça, parce que tout le monde n'a pas de baignoire, mais effectivement, prendre un bain de pied, prendre une douche, Ou une douche, s'il y a ouais. la Mm. possibilité, ça c'est vrai que ça permet vraiment de laver, c'est et que tu le dis très bien, tu changes de vie, tu passes dans un sas et ça c'est très, très bien. Effectivement, tout le monde n'a pas de baignoire, donc prendre un bain de pied, ça c'est une bonne chose et se masser un petit peu, ça peut vraiment faire du bien et ce qui est aussi important, hein, c'est, ben, boire, souvent de l'eau parce qu'effectivement, faut quand même garder à l'esprit que nous sommes composés à 80 d'eau. Donc il faut apporter à notre corps ce qu'il a de plus.
Donc si quand vous êtes énervé, vous mangez et vous mangez quelque chose de sec, bah, du coup, votre corps, il va pas être détendu parce qu'il va lui manquer un élément, c'est l'eau. Donc dès que vous sentez quelque chose, eh ben, il faut aller vers ce qui est le plus nombreux, en vous, c'est-à-dire l'eau, et à ce moment-là, l'eau boit les émotions, l'eau filtre les émotions. Donc et tu parlais aussi quand tu étais prof, dans l'établissement où tu étais, il y avait un bois. Il y a une citation zen que j'aime beaucoup qui dit: «Le bois boit les émotions». Donc bois BOS, bois BOIT, les émotions. Donc plus vous allez marcher et si vous marchez en conscience et que vous marchez chaque pas, c'est comme si vous redonniez à la terre, ce qui a été dysfonctionnel dans la journée, bah, c'est plus en vous. Et la terre, ça fait quelques millions d'années qu'elle est là, donc je pense qu'elle s'est beaucoup mieux transformée que nous. Donc il faut aussi, se servir de sa sagesse, hein, parce qu'avec tout ce qu'elle supporte, je pense que c'est bon, hein, elle sait beaucoup mieux que nous, faire. Et marcher, sur cette terre, marcher sur cet humus et tout à l'heure en préambule, je disais que j'accompagnais toutes les émotions, même les émotions, qui sont dans le deuil. Et justement en forêt, il y a des arbres et quand l'arbre perd ses feuilles, eh ben, il n'est pas en train de pleurer les feuilles qu'il perd parce qu'il sait qu'il va s'en nourrir. Il sait que ça fait partie de son cycle et la colère que l'on a eue, quelquefois, on veut la garder, cette colère-là, en nous, parce qu'on croit que, c'est une énergie qui nous permet de faire des choses. Ce qui est vrai. Mais si elle est mal contrôlée, on risque de porter cette colère envers autrui. Par contre, si on se défait de cette colère, on va garder la puissance de la colère, mais ça sera plus de la colère, ça sera de l'énergie et qui nous permettra de passer à l'action dans ce qu'on veut faire. Par contre, si ça reste de la colère, eh bien, on sera encore dans l'étau et du coup, on va être guidé par notre colère. Et du coup, on ne va pas faire quelque chose de rationnel. Mais si on va marcher et qu'on laisse tomber cette colère dans la terre, on va récupérer l'énergie qui est à l'intérieur. Et il y a une loi en astrophysique qui dit, la loi de la polarité, que toute chose a son contraire. Donc la colère, elle est juste en train de dire: «Dans cette situation, mes besoins ne sont pas respectés». Alors qui est-ce qui les a pas respectés, ces besoins? Est-ce que c'est l'autre ou est-ce que c'est vous? Parce qu'on est aussi responsable là-dedans. Donc il y a peut-être des fois, on a dit oui alors qu'on voulait dire non et après on en veut à l'autre de lui avoir dit oui, alors qu'on voulait dire non. Mais c'est aussi d'accepter la responsabilité du non que l'on a dit. Donc arriver à dire: «Bah oui, mais moi dans cette situation, je voulais pas, mais comme tu voulais et que je t'aime bien, donc du coup, ben, ça veut dire que mon oui, il est conditionné». Et là, l'autre, bah, il a entendu oui, donc il est allé dans son action et celui qui a dit oui alors qu'il voulait dire non, il est dans sa rumination en disant: «C'est pas ce que je voulais dire et je m'en veux». Et à un moment, il va se mettre en colère, sauf que comme la situation n'existera plus, ça va devenir un conflit qu'on ne comprend pas. Donc, que l'autre ne respecte pas les besoins, c'est vrai, mais vous aussi, vous avez la responsabilité de respecter vos besoins. Et pour pouvoir les respecter, il faut les identifier. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est pas toujours facile d'identifier une émotion, surtout quand elle impacte tout le corps. Donc plus on va le faire quand c'est calme, les marins, ils apprennent pas à naviguer, sur une tempête, hein. Ils apprennent à naviguer sur temps calme, dans des petits, coins d'eau, très faciles, hein. Et après, ils vont, sur des mers un petit peu plus agitées et cetera et à un moment, ils iront, dans des mers beaucoup plus importantes. Mais si, s'ils vont directement dans des mers, importantes alors qu'ils ne savent pas naviguer, c'est normal qu'ils aillent, vers la catastrophe, quoi.
Et les marins sont suffisamment intelligents pour ne pas aller directement une mer démontée. Ils savent très bien que c'est excessivement dangereux. Ben, les émotions, c'est une mer démontée, quoi. Donc, il faut d'abord aller dans le petit bassin, apprendre à nager dans le petit bassin et après on pourra aller effectivement dans un bassin un petit peu plus grand. Alors autre chose que je trouve très utile à faire, par temps calme pour, garder ton image, que c'est-à-dire quand on a l'esprit, apaisé, c'est d'aller, explorer aussi quelles peuvent être les croyances qui sont à la racine de l'émotion et puis aussi quelquefois rendre les croyances à qui elles appartiennent. Par exemple, si je suis quelqu'un qui veut toujours, faire son boulot, super bien, donner satisfaction à tout le monde, et qui se met la super pression justement parce que je veux pas rendre un dossier où il y a pas un trombone qui est pas à sa place, et je vais le refaire 10 fois s'il faut que j'en fasse 10 fois et du coup après je suis tout le temps en stress parce que comme je veux tout faire bien, j'ai pas le temps de tout faire comme je le voudrais. Est-ce que c'est vraiment à moi ou est-ce que c'est peut-être parce que petit ou petite, on m'a rabâché, que j'étais nulle, donc je veux prouver que je suis capable de bien faire? Est-ce que c'est parce que j'ai eu des parents qui étaient eux-mêmes très perfectionnistes et que du coup moi-même, j'ai du mal à accepter de ne pas faire parfaitement? Allez reprendre un peu tous ces sacs et puis quelquefois les rendre à qui ils appartiennent et je trouve que c'est encore plus facile et plus vrai pour tous ces diktats de la mode là dont je parlais au début de l'émission, ce truc de je dois rentrer dans telle taille, je dois peser tant de kilos, je dois avoir les rondeurs là, mais pas là, enfin voilà, il y a tout ça. Et moi, je me suis questionnée là-dessus après mon accouchement. Comme beaucoup de femmes, pendant ma grossesse, j'avais pris pas mal de kilos. Je voulais les reperdre. J'ai pris rendez-vous avec une diététicienne qui m'a fait faire tout un tas de régimes, qui m'a imposé tout un tas de contraintes alimentaires que je me suis imposée aussi, bien disciplinée. Et en fait, je perdais strictement pas de poids. Donc, au bout d'un moment, j'ai trouvé ça complètement démotivant. J'avais l'impression de perdre mon temps, de perdre mon argent, mais de ne pas perdre de poids. Donc, ça faisait vraiment pas sens pour moi. Du coup, j'ai arrêté de m'imposer tout ça. Finalement, les kilos sont partis pour une partie d'entre eux et sont restés pour l'autre. Et puis, en fait, ça a vraiment duré, puisque c'était il y a 15 ans hein, que ça s'est passé. Et récemment, je me suis dit, mais après tout, t'essayais de satisfaire qui quand tu voulais perdre ces kilos? T'essayais de te satisfaire toi, parce que tu te trouvais pas belle et trop grosse? Ou est-ce qu'en fait, t'essayais de satisfaire un diktat, puisqu'on parlait de dictature, un diktat sociétal qui dit qu'une femme, même après sa grossesse, doit reperdre des kilos, ne doit pas garder ses rondeurs, qui dit qu'elle doit toujours avoir sa poitrine de jeune fille, alors que moi, j'avais allaité mon enfant pendant presque 3 ans et j'avais les seins qui tombaient. Et puis, je me suis dit, mais en fait, je cherche à faire plaisir à qui en essayant de retrouver mon corps de jeune, alors que de toute façon, j'y suis plus. Voilà, mon corps, il a changé. Maintenant, c'est plus un corps de jeune fille, c'est un corps de jeune mère. Et s'il a changé, finalement, c'est parce qu'il a donné la vie, c'est parce qu'il a donné de l'amour. Pendant 3 ans, il a donné de l'amour à travers le lait que j'ai donné à cet enfant. Et pourquoi je devrais essayer de le remodeler pour qu'il redevienne comme avant? Est-ce que je dois la renier quelque part, cette histoire de jeune mère qui a son corps marqué? Et puis récemment encore, maintenant que j'arrive plus près de la ménopause que de l'âge de donner la vie, je me suis résolue à sortir de mon armoire, vous savez, ces fameuses affaires qu'on garde toujours. Je suis sûre que tous et toutes, on a comme ça, les fameuses affaires où on se dit: «Ah ça, je l'aimais bien, je le garde pour quand je rentrerai à nouveau dedans». Je suis sûre que vous rigolez devant votre écran et que vous vous dites: «Ah ouais, moi aussi j'en ai dans un coin de mon armoire». Alors, suivant les personnes, on a un gros coin ou un petit coin, mais je suis sûre qu'on a au moins 1 ou 2 robes, 1 ou 2 pantalons où on se dit: «Ouais, ça je le garde parce que de toute façon je vais reperdre du poids et puis un jour je rentrerai à nouveau dedans». Et en fait, c'est pas vrai. Enfin, dans mon cas, ça n'a pas été vrai. Le jour où je devais rentrer dedans, il s'est décalé de 6 mois, de 1 an et puis finalement, j'avais plein d'habits qui m'allaient plus et chaque fois que j'ouvrais mon armoire et ben, ça me renvoyait à l'image que j'étais grosse et que je pouvais mettre que 3 trucs sur les, je sais pas, 20 qu'il y avait dedans parce que, pour tous les autres, j'étais trop grosse et je me suis dit: «Mais au lieu de te dire que tu es grosse, pourquoi tu sors pas de ton armoire tous les trucs qui sont trop petits, tu t'achètes des vêtements plus grands et tu acceptes d'avoir le corps que tu as?» Parce que là encore, j'étais en train de satisfaire qui?
C'était qui avait décidé que je devais mettre encore du 38 ou du 40 à presque 50 ans? Finalement, quand je regarde le corps de la plupart des femmes de 50 ans autour de moi, elles non plus, elles ne rentrent pas dans un 40 ou dans un 38. Et elles non plus, elles n'ont pas les seins qui sont comme ça. Ou alors, c'est parce qu'elles les ont fait refaire. Mais voilà, la réalité d'un corps de femme de 50 ans qui a connu la maternité, la plupart du temps, c'est pas ça. Et puis, quand bien même ce serait ça, si mon corps à moi, il est bien comme ça, pourquoi je laisserais la société décréter comment je dois être, alors que mon corps, lui, il se trouve très bien comme ça. J'ai la chance d'avoir un corps qui est en super santé, je peux tout faire, j'ai quasiment aucun désagrément. Pourquoi je lui demanderais en plus de rentrer dans le 38, où déjà de toute façon jeune, j'avais du mal à rentrer. Donc voilà, à un moment, j'ai lâché ça parce que j'ai vraiment pris conscience que c'était pas moi, c'était un diktat de la société et qu'en plus, quand on y réfléchit, ces diktats, ils sont complètement, comment on appelle ça? Ils sont socioculturels, c'est-à-dire que suivant l'époque et la culture dans laquelle vous êtes, par exemple, moi, j'aurais été un super canon 19e, hein, parce que je suis super blanche, je suis ronde, je suis pulpeuse. Alors là, à l'époque, j'aurais fait fureur. Aujourd'hui, non, voilà, c'est con, je ne suis pas de la bonne époque, je n'ai pas un corps de Barbie. Aujourd'hui, l'idéal, c'est Barbie. Au 19e siècle, Barbie, on aurait trouvé qu'elle était maigrichonne et qu'elle n'avait aucun charme. Voilà. Si on allait dans d'autres cultures, il y a des cultures où on aime les femmes rondes et pulpeuses. Bon, il se trouve que moi, je suis dans une culture occidentale où les femmes ne doivent pas être comme ça. Mais finalement, qui m'oblige à obéir aux diktats de cette culture-là? Je vis dedans, mais je ne suis pas obligée de m'identifier à ça. Je peux décider que je suis une femme ronde dans une culture où les femmes feraient mieux d'être maigres. Ben voilà, c'est pas grave, il n'y C'est a pas de important ce drame que à tu ça, dis quoi. parce que tu parles de maternité et pour exemple, ma mère a eu 5 enfants et et elle n'en a allaité aucun parce qu'il fallait justement avoir une belle poitrine et pourtant, bon, ils sont arrivés, hein, parce que moi je suis la 5e et ils m'ont eu, j'avais 26 ans, hein, donc ils ont été très, très rapprochés les 5 et ben, quand on débute dans la vie et qu'on a des enfants, comment rapprochés, on n'a pas beaucoup d'argent. Donc du coup, ben, elle a été obligée d'acheter du lait maternisé, alors qu'elle était équipée naturellement et elle prenait des médicaments pour faire arrêter le lait et elle allait acheter à côté du lait et en même temps, elle faisait énormément d'efforts pour avoir une poitrine et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours, interloquée parce que quand elle voyait, que j'allaitais mes enfants, elle était là, elle me dit: «Oh, qu'est-ce que j'aurais aimé allaiter mes enfants!» mais je dis: «Mais pourquoi tu t'en es privée?» Elle me dit: «Ben, parce qu'à ce moment-là, c'était pas la mode». Et la mode, donc pour en revenir au titre de l'émission, la dictature du bien-être, à ce moment-là, eh bien, il fallait pas allaiter les enfants. Enfin, dans tous les cas, elle n'a pas allaité ses enfants et ça a toujours été une souffrance pour elle. Alors non seulement une souffrance économique, mais en plus une souffrance relationnelle. Parce que, ben, il y a des moments, ben, elle avait pas d'argent et elle a dû donner du lait de vache à ses enfants et ben, le cerveau, il n'a pas les besoin du même apport. Et donc du coup, en se demandant si elle était en train de faire quelque chose de bien ou de mal à son enfant. Alors que si elle avait accueilli son corps de mère et non pas le diktat de la mode, bah, du coup, ça serait passé totalement différemment et elle aurait eu un rapport au corps totalement différent, pardon. Parce que moi, j'ai toujours connu ma mère à faire des régimes. Bon, ça a toujours été quelqu'un d'extrêmement mince, mais ça n'empêche qu'elle se privait de tout pour avoir ce corps mince. Parce qu'elle avait, la culture qu'une femme doit correspondre justement, bah, à Barbie et donc bah, faut qu'elle soit une femme, faut qu'elle soit une mère, faut qu'elle soit mince, faut qu'elle soit une bonne cuisinière, faut qu'elle soit, offrante, dans certaines, situations de couple. Ça va quoi, on va se calmer là, c'est bon quoi, on n'est pas obligé et parce que là aussi on a le droit de dire non quand on ne veut pas. Notre corps nous appartient et quand on n'a pas envie de le partager avec quelqu'un d'autre, même si c'est son mari ou sa femme,
on a le droit de dire non. Parce que autrement, ça s'appelle du viol conjugal. Donc, on n'a pas à forcer quelqu'un qui n'a pas envie de faire quelque chose. Et ça, c'est vraiment très, très, très important parce que moi, j'ai été élevée comme ça. Ma mère m'a toujours dit: «Tu dois être vierge quand tu rencontres ton mari et tu dois être là pour le plaisir de ton mari». Bah, quand on entend ça dès son plus jeune âge, ça veut dire que mon corps déjà il ne m'appartient pas. Ça veut dire qu'il appartient à quelqu'un d'autre et je ne peux pas en disposer comme je veux, parce qu'il appartient à une autre personne. Bon, avec le caractère que j'ai, ça ne s'est pas passé comme ça automatiquement, parce que je me suis approprié mon corps, mais ça n'empêche que c'est des mots qui résonnent encore en moi. Oui, À c'est pour ça que maintenant 56 ans, j'entends ça encore je disais, c'est et c'est important de se demander souvent à qui ça appartient, hein, quand on a ces pensées qui reviennent. En fait, est-ce que c'est vraiment moi qui veux ça ou est-ce que c'est un truc qu'on m'a bassiné, alors que ce soit maman, que ce soit les infos, que ce soit mes profs, on en a plein, hein, des gens qui nous ont bassinés. Mais par contre, comme tu dis, on est toujours libre exactement. de ne pas prendre pour argent comptant, enfin, ou de ne pas garder si on a pratiqué parce qu'on croyait que c'était comme ça qu'il fallait faire, et on a le droit de faire des erreurs. Par Mmh. contre, on n'est pas obligé de continuer à répercuter les mêmes erreurs à partir du moment où on prend conscience que ben non, ça ne nous convient pas et qu'en plus ça ne nous appartient pas. Et voilà, pour moi, c'est vraiment comme un sac qu'on redonne à l'autre en disant bah, ok, C'est je ça. comprends, ta vision de la vie c'était comme ça, c'est ok, ça t'appartient, tu as choisi de vivre comme ça, mais moi, parce que je m'aime et parce que je me respecte, eh ben, j'ai envie d'autre chose pour moi. C'est Exactement ça. comme l'exemple que tu donnais tout à l'heure avec la personne qui disait je t'aime beaucoup, mais aujourd'hui j'ai envie d'être seule. Aujourd'hui, moi, mon besoin, c'est d'être seule. Aujourd'hui, moi, mon besoin, c'est de ne pas avoir de rapport sexuel. Aujourd'hui, moi, mon besoin, c'est de pouvoir mettre des habits où je me sens bien, où je me sens belle et où je n'ai pas l'impression que je dois rentrer 10 kilos de gras dans un sac que je ficelle et où ça déborde de tous les côtés. Et puis, j'ai envie de me sentir confortable, j'ai envie de pouvoir bouger mon corps et qu'il ne soit pas là aussi corseté. Pour que moi, je repense à ma grand-mère je trouve pas le verbe, qui se coinçait là, elle avait une gaine et puis alors tous les jours elle se cachait son ventre là, elle tirait sur sa gaine pour bien, puis je me disais de toute façon quand elle enlève la gaine du coup ça doit être pire parce que ça doit être un mode, tu sais, le flanc qui retombe du fait que ça a été comprimé comme ça toute la journée, donc ça sert à quoi de Mais sauver au-delà de les ça, apparences, on revient sur ce que tu disais, hein, sauver les apparences en société, et puis alors dans l'intimité, c'est la débâcle, quoi. Tu as, le maquillage qui n'est plus là, et ça peut aller très loin, cette dictature, vraiment une dictature. Je me souviens de ma mère qui avait une collègue, maman, si tu écoutes l'émission, tu vas tout de suite savoir de qui je vais parler, une collègue qui s'interdisait de sourire parce que le sourire, ça donnait des rides. La nana, elle avait 30 ans, à 30 ans, elle ne voulait pas sourire parce qu'elle avait peur d'avoir des rides. Alors, je ne sais pas la tronche qu'elle a maintenant. À mon avis, elle a quand même sûrement des rides. Et en plus, ça doit être, vous savez, les rides tristes. Les rides qu'on a là, pas les rires mignonnes avec les petites pattes de doigts des gens qui ont beaucoup rigolé. Les rires là, et puis la barre là sur le front. Mais franchement, jusqu'où ça peut aller mmh, de se dire, je m'interdis de sourire parce que je vais avoir des rides. mmh, mmh. Là aussi, c'est quoi la croyance derrière? C'est il vaut mieux qu'une femme soit sans rides avec un visage revêche plutôt qu'elle ait un visage ridé mais souriant. Bah, c'est sois belle et tais-toi, oui. C'est sois belle et tais-toi parce que tu dois avoir cette apparence-là tout le temps et pour ce que tu disais pour ta grand-mère, mais parce que moi je suis une visuelle, hein, donc j'étais en train de la voir faire, hein, automatiquement mais c'est hyper maltraitant parce que les organes en attendant, ils sont coincés. Donc ça veut dire que les émotions générées dans la journée, elles sont coincées aussi et quand on comme tu dis, pouf, d'un coup, tout comme un flanc qui retombe, et ben, il y a tout aussi et là, ça peut être: «Tu vois, à cause de toi, ce que je suis obligée de faire», alors que l'autre l'a peut-être jamais demandé. Mm. Mais dans son inconscient, comme tu dois peut-être, ben, voilà, peut-être que ta grand-mère a été élevée comme ma mère, eh bien, tu dois être, cette image-là parce que tu dois faire honneur à ton mari, tu dois ci, tu dois ça. C'est bon quoi, les 10 commandements de la vie, faut se calmer là, hein, c'est pas besoin de ça quoi, hein, et et il y a une dernière chose quand même qui est très, très importante parce que moi je suis thérapeute, je suis accompagnante et dans notre métier,
On doit toujours être bien parce que, bah, c'est ça que l'on vend, c'est ça que l'on accompagne. Moi, il y a une personne qui m'a dit, «Oh bah, dis donc pour quelqu'un, qui gère le stress, tu es énervée». Bah, je dis: «Bah oui, justement, je suis énervée parce que je sais que je dois pas garder mon stress en moi. Mais tu vois, je suis pas en colère, je suis simplement en train de dire que je suis énervée». Eh bien, dans son inconscient, comme je suis une professionnelle de la gestion du stress, je ne dois jamais être stressée. Mais on va se calmer, quoi. Parce qu'il y a des moments, j'en ai marre, même si je suis une professionnelle de la gestion du stress. Et c'est justement parce que je sais qu'elle les Anglais, ils disent que le stress, c'est le sel de la vie et le baiser de la mort. Mais moi, j'ai pas envie de mourir de stress, hein. Je veux me servir du sel, c'est-à-dire égayer, avoir de l'énergie grâce au stress, mais j'ai pas envie d'avoir une maladie liée au stress. J'ai pas du tout envie de ça. Alors si ça plaît pas à la personne parce qu'à un moment, elle a l'impression que je pète les plombs, eh ben, je pète les plombs. Et si elle est pas contente, c'est pareil. Hem, les émotions, c'est la même chose et on doit toujours sourire. Ben non, moi, il m'arrive des moments où je pleure. Je pleure parce que, bah, ça va pas comme je veux, parce que j'ai des souvenirs qui me reviennent de ma vie et qu'elle est pas aussi, parfaite que j'aurais aimé peut-être qu'elle soit ou peut-être qu'il y a des vieilles ruminations qui reviennent et mmh et que je me dis que peut-être, comme je t'ai dit tout à l'heure en off, si, bah, mon père avait rencontré une personne comme moi, qui fait le travail que je fais, qui a la même maîtrise et la connaissance, que j'ai, et ben, peut-être qu'il serait pas tombé malade ou pas de la même façon. Peut-être qu'il aurait pu communiquer avec ses enfants et peut-être qu'il se serait pas suicidé. Donc, c'est quand même très, très important de comprendre que les émotions sont vraiment à accueillir et quand on n'en peut plus, on a le droit de le dire, qu'on soit professionnel du bien-être ou pas. Moi, j'accompagne des infirmières, elles sont malades. Ben, c'est normal, c'est des personnes humaines. Les maladies, ne va pas passer à côté, hein. Elles réagissent comme n'importe quel être humain. Donc, elles peuvent être malades comme n'importe quel être humain. Par contre, ce qui est pas normal, c'est que ces soignants-là soient maltraités. On leur demande beaucoup, ils reviennent pendant leur congé et cetera. C'est pas normal ça, c'est pas normal et donc à un moment, c'est toujours pareil, hein, mes besoins sont pas respectés. Est-ce qu'ils sont pas respectés par l'autre ou est-ce qu'ils sont pas respectés par moi? À un moment, il faut se poser la question, quoi. Parce que courir à gagner sa vie, la vie, on l'a eue à la naissance, hein. Quelle qu'elle soit, on l'a eue à la naissance. Donc elle n'est pas à gagner. Mais maintenant, qu'est-ce que je mets en place pour mieux vivre ma vie? Parce que qu'est-ce on n'a pas à la gagner, elle est là. Mais comment on peut l'améliorer chaque jour? Comment on peut améliorer la vie de nos enfants? Comment on peut améliorer l'environnement dans lequel on vit? Comment on peut, s'affranchir, de la dictature du corps en donnant ses vêtements parce qu'ils sont trop petits depuis 15 ans et qu'on va se lâcher la grappe un petit peu? Comment on va, accepter d'être une, professionnelle du bien-être et pas être bien à ce moment-là et dire comme une professionnelle l'a fait que je connais, que tu connais, qui a fermé son cabinet à un moment en disant: «Là, je peux pas. Je suis fatiguée et je suis pas en mesure d'accompagner et comme j'ai appris comment accompagner les gens, eh bien, je vais dire stop et je vais m'occuper de moi. Je serai pas disponible pour vous, mais je serai mieux disponible demain pour vous. Mais aujourd'hui, je suis pas en capacité». Et ça, c'est parce qu'elle a fait un énorme travail sur elle, qu'elle est en mesure de dire non, quoi qu'il en coûte. C'est non. Et ça, c'est la vulnérabilité. Et la vulnérabilité, c'est une très grande force. Et plus on accepte sa vulnérabilité, plus on est en mesure justement d'accueillir la vulnérabilité de l'autre et lui dire, mais je vais vous faire découvrir la force qui est à l'intérieur. Parce que ce que vous prenez pour des freins, ce que vous prenez pour des difficultés, c'est une grande force qui n'a pas pris sa place et que vous ne l'avez pas vue. Et vous parlez de toutes vos expériences comme des échecs,
Mais si vous regardiez les réussites qui sont à l'intérieur et que vous vous accrochiez sur ces petites réussites-là, au lieu de parler de vos échecs, parce qu'à l'intérieur, il y a plein de choses de bien que vous avez fait et ça, vous les laissez de côté. Mais c'est ça qu'il faut aller voir, c'est ça qu'il faut les bénir, c'est ça qu'il faut aller remercier, c'est ça qu'il faut aller dorloter. Et là, Justement, pour aller le voir, il faut l'avoir vécu. C'est en ça que je trouve ce que tu dis très juste, parce que comment on peut reprocher à un thérapeute ou à un coach en bien-être ou à ce qu'on veut de ne pas éprouver d'émotions négatives? C'est justement ça qu'il est censé aider les autres à identifier, à connaître, j'aime pas dire gérer, c'est un mot que j'aime vraiment pas, à maîtriser, à canaliser, à exprimer d'une manière adaptée. Ce serait comme si on disait au garagiste, eh ben écoute, je reprends l'exemple du garage automobile, tu vas réparer ma voiture, mais sans jamais avoir touché à une voiture. Puis toi, le peintre, tu vas peindre, mais sans qu'on t'ait jamais expliqué ce que c'est la couleur et sans jamais avoir eu un pinceau entre les mains. Pour accompagner quelqu'un dans une matière, il faut avoir soi-même expérimenté cette matière. Donc, si le thérapeute ou le coach ou ce qu'on veut s'interdit les émotions entre guillemets négatives, hein, les émotions à basse vibration, oh, c'est mauvais, la colère c'est mauvais, la tristesse c'est mauvais, ça fait baisser le taux vibratoire. Eh ben oui, mais en même temps, comment vous allez pouvoir accompagner et aider les personnes qui elles-mêmes sont en baisse d'énergie si vous n'avez jamais vécu ça et si vous n'avez pas appris, comme tu dis, à retourner le plomb pour que ça devienne de l'or et à voir ce qu'on peut faire avec. Pour ça, il faut bien l'avoir déjà expérimenté. Il faut bien l'avoir, bah oui, des fois, il faut avoir raclé le fond. Je trouve que même souvent, les bons thérapeutes sont des thérapeutes qui ont une histoire de vie très difficile. Je pense à une justement dont tu suis les enseignements en ce moment. Et parce qu'ils ont une histoire de vie très difficile et qu'ils ont été capables de la transformer, ils sont d'autant plus outillés pour accompagner les autres. Si c'est des gens qui ont eu une vie de surface, une vie sans aspérité, comment ils vont être à même de sortir de l'eau ceux qui sont en train de s'enfoncer dans la vase? Ça me semble pas. alors là, en règle générale, ils sont plutôt formateurs en stratégie d'entreprise, hein. Ils ne sont pas dans l'accompagnement hein, parce qu'ils ne font pas 2 jours. Hein. Parce que la personne, elle vient et d'office, tu es celle ou celui qui sait. Donc la personne va complètement décharger et si tu n'es pas en capacité de recevoir parce que justement tu n'as pas accueilli déjà qui tu es, il va y avoir automatiquement des réactivités émotionnelles. Et si tu n'es pas en capacité de les retenir et de les accueillir, ces réactivités émotionnelles, tu pars en courant. Hein. Moi, la première fois que j'ai accueilli, dans la deuxième fois que j'ai accueilli quelqu'un, quand j'ai débuté, la personne a commencé à trembler de la tête aux pieds. Et ça fait bizarre hein, de voir quelqu'un qui commence à avoir des spasmes de partout, parce qu'il a lâché une émotion et son corps a vibré de partout. Et je remercie, même si je n'ai pas toujours été d'accord avec lui, le formateur que j'ai eu, parce qu'il m'a très, très bien formée. Et j'étais en capacité d'accueillir ses émotions et de les transformer et de lui apprendre ensuite à les transformer. Mais si je n'avais pas eu cet enseignement, en dessous de mon cabinet, il y avait des infirmières, je les aurais appelées en disant au secours, faites-lui une piqûre. Mais c'était juste une réactivité émotionnelle. Donc, ces personnes-là qui sont lisses, non, c'est bon, ils vont être en stratégie d'entreprise. Ils ne sont pas capables d'accompagner de l'humain. Ils sont capables de faire du process. Donc, c'est bien. Et qui restent là, justement, parce qu'autrement, ils feraient des dégâts. Donc, ça ne sert à rien. Et ils sont sûrement très, très bons dans le process, mais ils ne sont pas bons dans l'humain. Et je dirais, heureusement qu'ils sont bons là. Et sûrement, ils arrivent à faire performer des entreprises parce qu'ils sont très, très bons dans leur domaine. Mais gérer l'humain, c'est accueillir des émotions, c'est accueillir de la tristesse. Moi, je me rappelle ma première cliente, c'était une dame qui venait de perdre son enfant. Ça faisait 1 an et je lui ai dit: «Vous avez trouvé la bonne méthode, mais je ne suis pas la bonne personne». Parce qu'à ce moment-là, je n'étais pas en capacité d'accueillir. Aujourd'hui, je le suis, mais en 2014, je ne l'étais pas. Alors justement, c'était la question que je voulais te poser pour clôturer l'émission. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ton actualité d'aujourd'hui en tant que thérapeute? Quel type de personnes peuvent te contacter puisque tu as expliqué que tu accompagnes maintenant aussi à distance. Donc ça, c'est Oui. une bonne nouvelle pour le public de la chaîne qui avant pouvait toujours
écoutait tous les contenus enrichissants que tu avais à partager, mais ne pouvait pas faire de consultation avec toi, sauf pour ceux qui étaient en région parisienne. Maintenant, voilà, tout le monde peut prendre rendez-vous chez Sylvie. Elle consulte aussi à distance. Vous avez entendu combien elle est outillée, sensible, empathique, professionnelle. Donc, ne vous en privez pas. J'en profite pour dire qu'elle fait partie des thérapeutes partenaires de l'AVMPN, dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises sur la chaîne, l'association d'aide aux victimes de manipulateurs pervers narcissiques. La VMPN a des conventions avec des thérapeutes partout en France et Sylvie en fait partie, donc elle peut aussi accompagner les personnes qui sont victimes de pervers ou de perverses narcissiques. On avait d'ailleurs fait une émission ensemble sur le sujet, mais pas seulement cela. Je te laisse expliquer, Sylvie, qui peut s'adresser à toi et pour quel type de problématique. Ben, si on a envie de recréer une relation avec soi, une relation saine avec soi, parce qu'on n'arrive plus à se comprendre, on n'arrive plus à se poser, on n'arrive plus à trouver son chemin, on est complètement bousculé par ses émotions, on n'arrive plus à parler avec ses enfants. On a vécu un deuil, hein, que ce soit un licenciement, que ce soit la perte d'un contrat, que ce soit la perte d'une situation professionnelle, que ce soit un déménagement. Et bien moi, j'œuvre dans toutes ces sphères-là, parce que les émotions vont toucher effectivement toutes ces sphères. Et le confinement m'a permis effectivement de développer le distanciel, donc je travaille aussi par Zoom, et j'ai adapté mes outils parce que je peux difficilement faire du psychocorporel à distance, mais j'ai adapté tous mes outils. Là, par exemple, c'est des outils très simples, hein, c'est les jouets de mes enfants. Ça, c'est pour apprendre, comprendre le stress, comprendre un moment où on n'en peut plus, et l'énergie revient. En fin de compte, c'est totalement basique. Et c'est pour ça justement que ça permet d'appréhender les choses, parce que une poupée comme celle-là, ça explique effectivement que on n'est pas que l'adulte que nous sommes. Nous sommes aussi un petit enfant, une petite fille, un bébé, un jeune homme, une jeune fille, et l'adulte que nous sommes. Et le seul problème, c'est que nous n'avons pas la même façon de communiquer, parce que l'adulte n'a pas les mêmes connaissances et l'expérience de la jeune fille ou du jeune homme ou du bébé. Donc du coup, eh bien, il ne va pas communiquer de la même façon, il n'aura pas les mêmes mots. Et remettre justement une relation à soi et un dialogue intérieur, comment dire, une synthèse intérieure. Vraiment remettre les mots qui vont toucher les mots MAUX. Et quand les mots vont s'ouvrir, il y a le message qui est à l'intérieur, qui est contenu à l'intérieur, qui va aussi s'ouvrir. Et donc, c'est une solution qui va s'ouvrir. Et quand la solution s'ouvre, je pense que vous avez tous jeté des cailloux dans l'eau, ça fait comme des ronds. Eh bien, toute l'énergie nue va aussi venir vous envahir. Et cette énergie solutionnante, eh bien, peut-être que la petite fille, elle adorait jouer, elle adorait être créative, et aujourd'hui, vous vous privez de cette création. Et justement, en libérant cette petite fille créative, vous aurez peut-être envie de créer quelque chose. Mais vous êtes peut-être fermé à ça. Et justement, en libérant ça, eh bien, l'adulte que vous êtes va peut-être avoir envie de faire de la musique, de peindre, d'aller marcher, je ne sais pas, peu importe. Mais il y a tellement de trésors à l'intérieur de soi que franchement, c'est vraiment dommage de s'en priver. Et entre autres, dans les formations, ce que j'aime beaucoup, c'est former auprès du médico-social. Parce que quand j'accompagne les professionnels du médico-social, la frontière entre la bientraitance et la maltraitance est aussi fine qu'une feuille de papier d'aluminium. Et je sais que quand j'accompagne un professionnel, je sais que j'accompagne derrière un enfant. Donc derrière chaque professionnel, il y a 1, 2 ou peut-être plusieurs, 3, 4 enfants. Donc un professionnel qui est bien dans son travail, c'est un enfant qui est bien dans sa famille.
Et ça, c'est vraiment à chaque fois que j'accompagne une personne, j'accompagne les enfants. Parce que l'adulte, quand il va rentrer chez lui, il aura une meilleure relation avec les enfants et l'adulte en devenir que cet enfant est aujourd'hui sera un meilleur parent pour ses enfants parce que ce parent aujourd'hui lui aura appris comment faire. Et ça, c'est très, très important. Eh ben, je te remercie, Sylvie. C'était passionnant, comme d'habitude. On aura peut-être l'occasion de réexplorer un autre sujet ensemble. Peut-être tu vas encore me proposer un super thème à la fin de cette émission-ci. En tout cas, je te remercie d'être revenu pour une vidéo avec moi pour Avec grand plaisir. partager ton actualité, mais aussi toute ton expérience de thérapeute, de femme, de collègue, de, voilà, de sage-femme au sens, à tous les sens du terme. Et donc, comme d'habitude, vous trouverez les coordonnées de Sylvie sous cette vidéo si vous souhaitez la consulter. Et ce sera avec plaisir que je t'accueillerai à nouveau pour un autre sujet, enregistré comme aujourd'hui ou peut-être en direct. Merci Sylvie. Avec grand plaisir. Bonsoir à tout le monde.